faisant du zapping à la télé sur l'île mystérieuse. Et alors j'ai regardé parce que J'étais en train de zapper machinalement sur ma télévision quand un documentaire sur cette île mystérieuse a captivé toute mon attention. Bien qu'il ait tenu le destin amoureux de millions de femmes entre ses mains, il a choisi de s'exiler pendant plus de 30 ans. Reclus dans une suite parisienne sans jamais détenir la moindre clé de domicile, ce seigneur à l'élégance rare était doté d'une capacité de mémorisation phénoménale capable d'apprendre par cœur des milliers de pages de texte dans 6 langues différentes, mais il a fini par être frappé par une destinée tragique, l'obligeant à oublier jusqu'au titre de ses œuvres cinématographiques les plus mémorables. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Icônes et Silences. Aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas de retracer le parcours glorieux et étincelant du célèbre docteur Zhivago, ou de ce cavalier du désert dont le charisme a subjugué de nombreuses générations de spectateurs. Nous allons lever le voile sur l'intimité de sa chambre au Royal Monceau, ce refuge luxueux où il s'est enfermé volontairement. Loin du faste superficiel de Hollywood pour les Français de l'époque, et des années suivantes, la figure d'Omar Sharif ne se résumait pas à une vedette de cinéma lointaine, il était devenu un membre de la famille, le visage indissociable de nos après-midi dominicaux, ce passionné de galop et du tiercé dominical s'imposant comme une véritable figure de notre patrimoine. Pourtant, derrière ce charme foudroyant et cette distinction naturelle, se dissimulaient des traumatismes d'enfance profonds, des engagements financiers, particulièrement toxiques, et une détresse psychologique immense. Comment un tel monument de la culture mondiale a-t-il pu basculer dans un effacement aussi total en plein cœur de la capitale française? Quelle force a bien pu pousser ce géant du 7e art à mettre sa vie en jeu et à dilapider sa propre fortune autour des tables de jeu? Dans les casinos les plus prestigieux d'Europe, il a tout parié, jusqu'à perdre le sens de la réalité et sa liberté personnelle. Vers le crépuscule de son existence, alors que les brumes épaisses de la maladie d'Alzheimer dévoraient ses souvenirs les plus précieux, il a fini par rompre son mutisme de la façon la plus déchirante que l'on puisse imaginer. Il n'a formulé aucun reproche envers l'industrie brutale du cinéma, ni contre ceux qui avaient exploité son immense talent par le passé. Au contraire, durant l'un de ses derniers instants de clarté mentale, il a adressé à son propre fils une question finale, une demande si bouleversante et chargée de détresse qu'elle ne pourra que vous émouvoir profondément. Mais pour saisir le drame qui se joue derrière ces quelques mots, il nous faut replonger dans les ténèbres du passé. Pour appréhender la chute brutale de ce soleil levant, il est nécessaire de comprendre d'abord la splendeur de son ascension initiale. Son épopée vers les sommets commence bien avant les tapis rouges, sous la chaleur accablante des paysages d'Égypte. Là-bas, le jeune Michel Chaloub, issu d'un milieu privilégié, décide de rompre avec les traditions familiales pour se dédier au théâtre. C'est en adoptant le nom d'Omar Sharif, par dévotion pour la star Faten Hamama, qu'il commence à édifier sa propre légende. Toutefois, c'est une rencontre fortuite dans les sables du désert qui va bouleverser l'histoire du cinéma pour toujours. En 1962, le film magistral Laurence d'Arabie le propulse violemment sur le devant de la scène internationale. Sa première apparition, surgissant d'un mirage vaporeux, sur son dromadaire n'est pas seulement un moment culte, c'est l'avènement d'un dieu. Brusquement, cet homme au regard ténébreux, empreint d'une mélancolie fascinante, devient le nouveau visage de l'élégance exotique. 3 ans plus tard, il atteint son apogée avec le docteur Zhivago, au cœur des plaines gelées d'une Russie de fiction. Omar Sharif émeut le monde entier et s'impose comme l'icône suprême du romantisme tourmenté et magnifique. Chaque mélodie de la bande originale, chaque expression de son visage agissait comme une consolation pour un public assoiffé de passion. Il était devenu cet amant parfait, cet homme mystérieux, que chaque femme rêvait de protéger et de chérir. Néanmoins, c'est sur le sol français que cette immense star va trouver son attache la plus intime et la plus durable. Bien plus qu'un simple invité de marque pour les Français des années 60 et 70, il incarne une forme d'excellence qui nous semble étrangement proche et familière. Il manie notre langue avec un lyrisme admirable. Il adopte nos coutumes avec une facilité déconcertante, s'invitant chaque semaine dans le quotidien des familles françaises. Notamment lorsqu'il devient l'ambassadeur de charme des publicités pour le tiercé, partageant son enthousiasme pour les pur sang. Avec son sourire complice et sa voix feutrée, il affirmait haut et fort son amour immodéré pour le monde hippique. Il n'était pas rare de croiser sa silhouette distinguée sur les champs de course de Longchamp ou de Vincennes. Se mêlant volontiers à la foule des parieurs anonymes, il partageait leurs espoirs et leur adrénaline le temps d'une épreuve. Installé à demeure à Paris, il fréquente les salons intellectuels et finit par sceller ce pacte amoureux avec la France. En recevant bien plus tard le prestigieux César, du meilleur acteur pour son interprétation magistrale dans Monsieur Ibrahim. Un rôle d'une humanité bouleversante qui a définitivement gravé son nom dans le cœur des cinéphiles français. Il incarnait ce monarque inaccessible tout en restant le dandy familier des beaux quartiers parisiens. Ce double visage fascinant créait un lien d'une proximité troublante avec le public hexagonal. Cependant, tandis que ses traits s'ancraient durablement au cœur du 7e art et des esprits, une cassure sournoise s'opérait entre sa sensibilité fragile d'individu et sa légende de papier glacé. Passé les rictus de circonstances, le chic impeccable et les standing ovations, la vie de tous les jours sous les projecteurs virait au cauchemar asphyxiant. Aux yeux d'une machine médiatique sans pitié, il se voyait réduit à une simple gueule d'ange, une marchandise rare et raffinée, que l'on façonnait selon les besoins des studios pour gonfler les recettes.
On le sommet de camper l'idéal masculin au mépris total de sa personnalité profonde, goûtant amèrement aux prémices d'une déconnexion de soi, à la fois intense et muette. Le moindre tournage ou chaque passage devant les caméras paraissait lui arracher un morceau de plus de son être profond, l'obligeant à feindre l'allégresse, y compris quand il s'isolait enfin dans le calme de sa suite. Parvenu au sommet de sa gloire étincelante, on pourrait croire sans peine qu'un individu autant porté au nu et chéri par les magnates de la Californie vivait une idylle sans la moindre ombre au tableau. Pourtant, alors que la planète entière s'inclinait devant la splendeur de ce souverain des sables, une mécanique infernale s'était déjà mise en branle en coulisses. Très vite, des engagements juridiques semblables à des fers et un penchant toxique allaient le précipiter dans un gouffre sans fond, risquant de pulvériser méthodiquement l'œuvre accomplie avec tant de génie. De quelle manière l'éclat brutal des projecteurs hollywoodiens a-t-il fini par le jeter, fatalement dans l'obscurité désolée des tapis verts, alors que les foules du globe admiraient, avec ferveur les dents blanches et le charisme d'Omar Sharif sur grand écran, la vérité cachée sous les artifices de Los Angeles esquissait un drame feutré mais sans merci. Les fans n'apercevaient qu'un noble venu d'Orient, naviguant avec élégance dans le beau monde. En réalité, le constat était bien plus sombre, un homme captif d'une machine qui laminait patiemment sa fibre créatrice. Le milieu du film qu'il avait si vite transformé en icône, intouchable, l'avait en fait ligoté, via ce qu'il nommera plus tard un engagement de servitude paraphé, avec un magnat influent pour 7 années interminables. Ce pacte léonin lui ôta toute possibilité de décider librement pour lui-même. Tandis que les firmes d'outre-Atlantique engrangeaient des millions grâce à ses triomphes planétaires, lui ne touchait que des miettes, une paix ridicule incapable de couvrir les dépenses somptuaires imposées par son statut de superstar international. Dépossédé de sa carrière, il se voyait forcé de travailler à des milliers de kilomètres de sa terre natale, de ses traditions, et se retrouvait séparé définitivement de la muse qui faisait battre son cœur. Ce manque absolu d'indépendance se doublait d'un isolement mordant. Un néant émotionnel immense que même les ovations les plus tonitruantes ne réussissaient plus à apaiser. Reclus au sein des appartements luxueux, mais froid des grands hôtels du vieux continent, il affrontait chaque nuit son propre reflet dans une solitude totale, miné par une lassitude pesante et la douleur de l'exil. C'est exactement au cœur de cette détresse psychologique qu'un vice insatiable né des salons feutrés de sa jeunesse a surgi pour prendre le contrôle avec une violence inouïe. Les paris sont devenus son seul abri, une porte de sortie de secours pour éviter de perdre la raison face à une vie dont les rênes lui échappaient. Les cercles de Deauville, les parties de cartes embrumées et les hippodromes de l'Hexagone devinrent petit à petit son domaine de prédilection à la nuit tombée. Il ne misait pas par simple plaisir ou pour l'appât du gain facile, il cherchait le frisson pur souhaitant s'extirper à un instant de la poigne des grands patrons. C'était sa façon déviante de reprendre le pouvoir sur son existence pour se prouver qu'il existait encore. Et là, ce faux médicament s'est vite changé en une substance mortifère, consumant lentement la part vulnérable qu'il s'efforçait de préserver. L'obsession du tapis vert s'est mise à réclamer des tributs d'argent terrifiants. Il pouvait gaspiller des sommes astronomiques au cours d'une seule débauche nocturne, dans la capitale brûlant sur un seul lancer, où une main malheureuse les salaires durement acquis devant les caméras. L'opprobre et les arriérés financiers s'empilaient à une vitesse folle, l'emprisonnant dans un engrenage de soumission plus rabaissant encore afin de satisfaire ses prêteurs inflexibles. Ce monument du cinéma n'eut plus qu'une issue pour survivre, vendre son génie au plus offrant, en tournant la mort dans l'âme au sein de longs métrages de seconde zone. Des films qu'il exécrait de tout son être et qui bafouaient, en tachant sa dignité de comédien, le milieu du cinéma qu'il avait jadis couronné, le regardait sombrer sans esquisser le moindre geste de secours, l'abandonnant à une lutte pathétique pour tenter de racheter une autonomie pécuniaire qui semblait fuir sans cesse. L'icône étincelante n'était alors plus qu'une ombre, profondément ravagée de l'intérieur, prise en étau entre le prestige de son nom et la fragilité angoissante de sa vie privée. Ce plongeon brutal dans les abîmes allait trouver son paroxysme lors d'un moment si surréaliste qu'il scella pour toujours son sort de voyageur sans attache. Comment cette star, au sommet de sa célébrité, a-t-elle pu égarer en seulement 24 heures le refuge idéal dont il rêvait tant ? Une demeure d'exception, blottie, au sein d'un cratère envolé sur un simple coup de bluff. Dès l'aube des années 70, tandis que le fracas de ses succès le mène sur les terres volcaniques de Lanzarote en Espagne. Omar Sharif éprouve un choc esthétique face à un édifice hors du commun. Il tombe en admiration devant la Gomar, une résidence secrète, sublimement sculptée à même la pierre volcanique. Ce refuge onirique semblait enfin lui garantir la stabilité familiale dont il languissait en secret depuis son exil égyptien. Fasciné par cette atmosphère envoûtante, il achète, sur le champ, ce domaine grandiose, espérant ardemment s'y abriter loin du vacarme oppressant des plateaux de tournage et de la curiosité incessante des foules. Hélas, la fatalité et son addiction dévorante pour les mises, qui le torturaient, ne lui laissèrent que 24 heures de félicité factice avant le drame.
Dès l'aurore suivant cette transaction inespérée, son appétit féroce pour le risque et la compétition l'incite à relever le défi d'un duel au bridge face à un magnate de l'immobilier. Le tournant sarcastique est qu'il n'avait aucune idée que son opposant n'était autre que le bâtisseur de la villa doublé d'un grand maître européen de la discipline grisé par l'enjeu. La vedette internationale commet alors une erreur fatale en mettant en jeu les clés de son Éden minéral. Durant quelques heures d'une tension extrême, les donnes s'enchaînent pour condamner son avenir, et la propriété de ses rêves s'évapore à jamais avant. Qu'il n'ait eu le temps d'y poser ses bagages, cette faillite spectaculaire ne suscita pas la moindre pitié dans le monde du spectacle qui contempla avec un détachement glacial l'effondrement pécuniaire de la star privilégiant les gros titres scandaleux à un quelconque élan de solidarité. Dépossédé de ce sanctuaire tant espéré, l'acteur accepta dans un mutisme amer sa condition, d'errant de haut vol, contraint de dériver d'hôtel en hôtel, incapable de fixer le moindre souvenir personnel sur les parois anonymes de ses suites parisiennes. La honte profonde liée à ce revers éclair le traumatisa au fer. Rouge le convainquant qu'il ne serait plus jamais propriétaire que des échos d'un passé glorieux. Néanmoins, au soir de son existence, quand le poids de cet exode personnel devint insupportable et que l'oubli commença à grignoter ses facultés la pudeur, Solennel laissa place à une révélation bouleversante. Comment cet homme usé, ruiné et délaissé par un milieu ingrat a-t-il pu trouver la force d'un ultime témoignage avant de disparaître dans les méandres du néant, au terme de son parcours, tandis que les lumières de la rampe s'étaient irrévocablement tues et que l'isolement accablait son corps vieilli, l'ancien prince a décidé de dévoiler son âme avec une franchise touchante. Au lieu de s'en prendre avec rancœur au puissant studio californien qu'il avait lié par ce qu'il qualifiait de pacte d'asservissement, il rompit le mutisme avec une dignité poignante en jetant un coup d'œil d'une clairvoyance impitoyable sur sa propre vie. Durant ses ultimes apparitions sur le petit écran, le timbre voilé mais l'œil encore, vif il a avoué devant les caméras que son parcours sous le vernis trompeur du succès, Planétaire sonnait en réalité comme un fiasco intérieur. Il expliqua sans phare comment l'illusion du végétariat l'avait coupé de ses racines et comment le système l'avait mué en un visiteur de prestige jeté dans l'enfer du jeu pour tenter vainement de solder des dettes astronomiques. Cependant, le sort avec un cynisme noir lui préparait un dernier défi, un ennemi bien plus féroce que la banqueroute ou l'isolement de ses résidences. Éphémère. Le mal d'Alzheimer, ce prédateur discret de la mémoire, se mit à gommer impitoyablement cette intelligence autrefois étincelante capable de jongler entre 6 idiomes avec brio et de retenir des textes de théâtre entiers avec une aisance presque surnaturelle s'effritait. La planète entière observait le souffle couper le lent déclin de cette mémoire hors du commun qui s'évaporait. Nous étions les témoins impuissants de son incapacité à nommer les chefs-d'œuvre légendaires qu'il avait pourtant hissés au rang de souverain du cinéma. Dans ce néant mental ravageur où sa prestigieuse carrière semblait se dissoudre dans l'obscurité la plus totale, un ultime point d'ancrage persistait contre vent et marée. Une douleur sentimentale restait vive depuis ce triste mois de janvier 2015. Celle qui fut sa raison d'être l'unique compagne qu'il ait véritablement chérie et pour laquelle il était devenu Omar Sharif. La célèbre comédienne Fatna Mama venait de s'éteindre. Son fils dévoué Tarek lui confia avec une immense précaution cette douloureuse nouvelle plongeant le vieil homme dans un chagrin passager, mais extrêmement pesant. Cependant, quelques jours après ce choc, la pathologie impitoyable frappa à nouveau balayant tragiquement la conscience même de ce deuil, pourtant définitif. C'est précisément à cet instant qu'il adressa à son fils une question d'une naïveté à fendre le cœur. Cette ultime interrogation qui fit pleurer les spectateurs du monde entier et qui résonne encore comme le témoignage d'un attachement sans limite. En fixant son enfant avec une tendresse infinie, l'esprit égaré dans les méandres d'une époque disparue, il lui demanda simplement « Où en est, Fatn? Est-ce que ta mère se porte bien ?» Cette phrase, bouleversante prononcée peu de temps avant qu'il ne s'éteigne lui-même, en silence symbolise à elle seule toute la profondeur de son calvaire intime, mais que nous révèle ce déclin aussi majestueux que pathétique sur la réalité de la gloire et le coût réel de la postérité. L'aventure humaine d'Omar Sharif dépasse largement le cadre de sa simple biographie pour devenir le reflet de tant de parcours brisés par l'engrenage cruel de l'industrie du spectacle. Sous le masque des idoles adorées et les portraits figés dans les magazines se cache fréquemment une âme en détresse luttant pied à pied pour conserver un lambeau de sa propre identité. Que se passerait-il si ce milieu si prompt à créer des divinités de passage se décidait enfin à les considérer avec la bienveillance et le respect qu'ils méritent, au lieu de les consommer comme des produits de luxe interchangeables? Sommes-nous, nous, qui sommes fascinés par les artifices réellement capables d'écouter leur silence pesant et leurs appels au secours muets avant que le rideau ne tombe définitivement sur leur vie? La trajectoire mélancolique de ce prince des sables déracinés, finissant son existence dans l'oubli de lui-même, mais hanté par l'amour de sa vie, symbolise la peine de ceux qui ont tout immolé sur l'autel de la célébrité mondiale. Cela nous démontre avec une poésie brutale que les cachets mirobolants, les ovations et le luxe des grands établissements
de la capitale ne pourront jamais égaler la chaleur d'un foyer sincère ou la protection des bras d'un être aimé. En revisitant aujourd'hui les zones d'ombre de sa vie flamboyante, nous ne cherchons pas seulement à ranimer le souvenir d'un immense talent ayant marqué nos mémoires. Nous choisissons de lui redonner sa voix authentique, celle d'un homme fragile ayant payé le prix fort pour nourrir nos rêves. Il ne réclamait ni la pitié des studios, ni l'indulgence des foules. Son seul désir était qu'on se rappelle de lui pour ce qu'il était vraiment. Un homme de passion ayant tout sacrifié par sentiment et par détresse, espérant que son récit soit conté avec une sincérité absolue. C'est dans ce respect profond de sa vérité nue, loin des illusions et des faux semblants, que réside l'hommage le plus sincère que nous puissions enfin lui offrir aujourd'hui.